Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de quelques pays en Amérique latine. Voilà, ça va nous permettre de découvrir un petit peu les quelques particularités et voyager à moindre frais. Alors, nous allons commencer ce petit voyage en Amérique latine par les pays andins, qui sont un groupe de pays d'Amérique du Sud qui partagent des caractéristiques géographiques. La cordillère des Andes, c'est pour ça qu'on appelle ça les pays andins, une langue officielle, l'espagnol, et qui comprend des États comme la Colombie, le Venezuela, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Des fois on met l'Argentine et le Chili, mais ça fait débat. En plus, il y a quelque chose de très important qui caractérise encore les pays andins, c'est la communauté andine des nations. Et l'Argentine et le Chili ne font pas partie de ça. Donc voilà. Alors, déjà, on va parler de la montagne en tant que telle. La chaîne andine, c'est la plus haute montagne au monde à part l'Himalaya. C'est-à-dire, il y a les Andes en numéro 2, l'Himalaya en première. Assez étroite, 200 à 300 km de large, à peu près une distance Paris-Dijon. Les Andes sont une montagne récente. Il y a toute une tectonique des plaques avec une en dessous de l'autre, des volcans, des séismes. Ces volcans sont liés au soulèvement des plaques. Alors on a une montagne jeune, comme je vous ai dit, agitée. Il y a une progression de 6 cm par an. Les plaques, ça bouge de 6 cm par an. Il y a des zones très hautes, 4000 mètres de haut, et des zones très basses, des fosses océaniques. Il y a beaucoup de tremblements de terre, plus des dégâts qui sont liés à ces tremblements de terre. Il ne faut pas oublier que s'il est superficiel, il va faire des dégâts. S'il est profond, il fera moins de dégâts, mais il touchera plus de zones, le tremblement de terre. Donc c'est un foyer superficiel large, donc ça pose des problèmes. Il peut y aussi avoir des tsunamis, à cause de la plaque pacifique. Alors là, les tsunamis, tu les ressens jusqu'au Japon. Je te parle quand même de tsunamis qui se passent quand même en Amérique du Sud, tu les ressens au Japon. C'est que ça voyage un petit peu. Alors, beaucoup de volcans, pardon. Donc, et l'architecture générale du relief dépend des pays où on est. Par exemple, le Chili ou l'Argentine ont des chaînes volcaniques principales. Le sud Pérou et la Bolivie, ils ont des plateaux en haute altitude. Pérou, Équateur, ils ont une chaîne volcanique principale plus des chaînes côtières. Et la Colombie, on a les Andes, ça part en branches, 3 branches. Alors c'est plusieurs milliers de kilomètres. On parle de cordillères orientales et occidentales. On a le lac Titicaca qui est un peu particulier. Tous les rivières dans le coin ne vont pas dans l'océan. Elles vont directement dans le lac. C'est ce qu'on appelle un landerlisme. Alors, il y a des diversités climatiques. Un petit désert entre le Chili et le Pérou. Qu'est-ce que je peux vous fournir d'autre? Des zones où il pleut pas pendant 14 ans. Ça vous intéresse? C'est vers le Arica. Ceux qui se plaignent, il pleut, ça va ruiner ma coiffure. Allez-y là-bas, 14 ans sans pluie, vous n'allez pas être embêtés. Il y a des zones où il pleut un peu plus. Voilà. Il y a aussi des moteurs climatiques. Il y a le courant d'Humboldt, marin froid, sud-nord-ouest, le long des côtes, Chili-Pérou, humide. Ça ne va pas soulever le brouillard et ça bloque le développement ascendant de l'air qui permet la pluie. En gros, tu as le brouillard mais pas la pluie. On a El Niño, l'enfant de Jésus. C'est un phénomène de réchauffement des surfaces océaniques. Donc voilà, enfin après on a plusieurs choses, on a des vents d'ouest et de sud Pacifique, on a aussi de l'air polaire antarctique qui peut remonter de temps en temps. Alors je dois vous avouer que ça, quand ça arrive sur les plantations de café, ça aime pas trop. Alors les populations andines, c'est extrêmement intéressant, c'est anciennement peuplé, c'est des grands espaces qui sont de plaines qui sont pas peuplées. C'est la montagne qui est peuplée et la plaine qui est vide. D'un côté, il y a le désert, et de l'autre côté, il y a l'Amazonie. La montagne, c'est bien. Quand tu as le choix entre le désert et puis les tropiques, la montagne, ça a son charme. Il y a une démographie quand même assez costaude. 100 habitants au kilomètre carré autour du lac Titicaca, mais aussi des espaces vides de 2 habitants au kilomètre carré sur les hauts plateaux. 79% des Boliviens vivent à 2500 mètres d'altitude. 42% en Équateur, 26% en Colombie. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens. 4% des habitants en Bolivie habitent à plus de 4000 mètres de hauteur. 8% entre 3000 à 3200 mètres. Voilà, c'est des grosses populations.
Hein, et puis il y a toute une agriculture qui s'est faite avec des terrasses. Selon la hauteur où on est, ben, on cultive plus ou moins. Il y a la puna, la steppe d'altitude, pardon. La tierra templade, avec de la pluie et des cultures. Le quechua, qui est un étage écologique. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent. Il y a véritablement un écosystème qui n'a pas été trop touché par la colonisation espagnole. Hein. Donc, il y a des espaces aussi non andins dans ces pays andins. Alors, la part des Andes, c'est 10% dans le Venezuela, 20% en Colombie, Équateur 30%. Alors, la forêt amazonienne commence à être peuplée. Il y a des politiques d'aménagement. Il y a aussi des politiques un petit peu moins légales avec la drogue et tout ça. Il y a aussi des villes qui commencent à s'y développer parce que le problème de la montagne, tu développes la ville, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu es limité par le terrain, alors qu'une plaine, c'est plus facile, dirons-nous. Il y a des phénomènes comparables au Brésil, une fin de terre, une colonisation spontanée, une demande, hein, et on descend de la montagne. Hein. Et puis en plus, on veut affirmer la frontière parce que si tu as un endroit qui est vide, bah, tu veux le peupler pour dire voilà, on peuple tout notre pays. Il y a aussi les hydrocarbures, donc voilà, c'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces espaces-là. Hein. On a aussi toute la culture de la coca, hein, qui est cultivée depuis très longtemps, en Colombie, en Bolivie. En Bolivie, c'est même une consommation traditionnelle. On la mâche, pardon, comme un hallucinogène. On fait des produits avec. Et il y a un président, Evo Morales, qui avait été élu et qui était président de la Fédération bolivienne de la production de coca. Donc, bah, il a fait un peu de pub pour ça. Hein, il a défendu son business. Alors, nous allons parler maintenant de l'Argentine. Alors, petites informations, c'est une république fédérale, on y parle espagnol, mais on a aussi d'autres langues comme le guarani, le tobacom, le mocovi et le wichi. La capitale est Buenos Aires, c'est la plus grande ville. La superficie totale du pays est de 2,7 millions km², c'est le 8e plus grand pays. Indépendante de l'Espagne depuis le 9 juillet 1816, les habitants s'appellent les Argentins, ils sont 44 millions, ils ont une densité de 16 habitants au kilomètre carré, l'IDH est de 0,8, c'est-à-dire très élevé, 45e plus haut IDH au monde, sa monnaie c'est le peso argentin. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va parler un petit peu plus en profondeur, c'est le deuxième pays de l'Amérique du Sud. Elle en souffre. Hein. Un tiers de la population du Brésil, un tiers du PIB, un cinquième de la population. Au début du XXe siècle, c'était européanisé et extrêmement riche. Il y a une part d'Indiens extrêmement faible. Elle partage cette caractéristique avec l'Uruguay. Aujourd'hui, c'est un pays appauvri parce que avant, il y avait le poids de l'agriculture hein, qui reste important aujourd'hui, mais ça rapporte moins. C'est un des pays fondateurs du Mercosur avec le Brésil, l'Uruguay et le Chili. C'est une immensité. Hein. C'est comparable aux États-Unis, c'est la création d'un nouveau monde, hein, littéralement. Hein. Alors, il y a des grands ensembles régionaux, une capitale. Le pays est un peu à l'ombre de ça. La première ville d'Amérique latine à atteindre le million d'habitants. Hein. Un système agro-pastoral dans la pampa et des périphéries oubliées. Le problème, c'est que le pays a connu des crises économiques, des épisodes d'hyperinflation et compte sur le Mercosur pour s'en sortir. Hein. L'intégration économique est un espace qui puisse aider. Alors, la problématique, c'est le poids de Buenos Aires. Hein. C'est très fort, il y a une centralisation et un problème des mises en valeur des périphéries. Hein. Alors, le nord est une région sèche et aride qui n'a pas de portion amazonienne, chose étonnante dans la région. La deuxième grande région, c'est la Patagonie, une région froide avec des glaciers, principale région touristique. Hein. Alors, les grands traits physiques, à l'ouest, on a les Andes, on a Bodega, la région viticole, on a l'obstacle de la distance. En effet, c'est très mal desservi. Hein. Il n'y a pas comme chez nous avec des autoroutes. Alors, Buenos Aires a 3 atouts. Il est au bord de la Rio de la Plata, 2 fleuves. Il s'y jette dans cette estuaire, la Rio Parena et la Rio Uruguay, qui permet un accès fluvial au Paraguay et au Brésil. C'est très bien positionné sur le territoire. Ça a été fondé en 1580. Bon, le problème, c'est que c'est 7 fois plus gros que la deuxième ville. Hein. Faut pas oublier, comme je vous ai dit, c'est 44 millions d'habitants, l'Argentine. 16 millions vivent à Buenos Aires. Hein. Buenos Aires, c'est 7 fois plus gros que la deuxième ville, Cordoba. Hein. Il y a une macrocéphalie. Bon,
Chez les voisins, c'est pareil, hein. On a Santiago, 35% des habitants du Chili, Montevideo, 39% de l'Uruguay, et Asunción, 36% du Paraguay. Alors, il y a des inégalités régionales. Au nord, c'est peuplé, mais c'est pauvre. Moins pauvre dans le district de Buenos Aires. Et la Patagonie, c'est moins peuplé. Ouais, c'est une question de choix. Ici, on s'y caille un petit peu, donc on fonce pas. Et il y a beaucoup de régions, il y a quelques provinces, ça c'est intéressant. Il y a la Pampa, qui est une zone de production de céréales et de viande à l'échelle mondiale depuis le 19e siècle, même si ce particularisme local souffre aujourd'hui parce qu'on commence à produire les viandes comme les Américains, c'est-à-dire en mode grosse usine. Ça perd son goût et sa qualité. Le sud Pampa avec un littoral touristique, hein, qui va se prolonger tout le long du pays. On a le Piémont des Andes avec la région des vignes, hein, comme je vous ai dit. Hein. Mendoza va produire 70% de la production nationale. On a la Patagonie et tout au sud, on a le Cap Horn. Cette impression de bout du monde est vraiment spectaculaire. On peut prendre un bateau et aller jusqu'en Antarctique. C'est vraiment un endroit magnifique. Hein. Tous les témoignages que j'ai eus sont que c'est vraiment magnifique. Hein. Donc, on pourrait un petit peu comparer, je dis bien comparer, l'Argentine et l'Uruguay qui est considérée comme une petite Argentine. Alors, concernant l'Uruguay, c'est une république présidentielle, la capitale est Montevideo, on y parle espagnol, il n'y a pas de langue indienne en tant que langue officielle, superficie totale 176 000 km², 91e pays du monde, indépendance déclaré 1825, reconnu 1830. Les gens, ils sont 3 millions, ils s'appellent des Uruguayens, et un IDH de 0,7, 54e. La monnaie est le peso uruguayen. Donc oui, je vous disais que l'Uruguay est une petite Argentine. Tous les réseaux partent de Montevideo, comme en Argentine, tous les réseaux partent de Buenos Aires. Il y a la Pampa uruguayenne agricole, une économie agraire prédominante, une capitale littorale comme Buenos Aires, du tourisme, une population blanche, une démographie à l'européenne, formée tardivement, hein, un peu disputée par le Brésil et l'Argentine qui voulaient un peu se le partager. Faible poids géographique, démographique, économique et politique. Mais l'Uruguay a un petit truc qu'on ne pourra jamais lui enlever, c'est le premier pays à avoir gagné une Coupe du Monde. Nous allons parler maintenant du Mexique, avant-dernière zone géographique que je voudrais traiter. Alors, le Mexique est une république présidentielle fédérale, il n'y a aucune langue officielle, l'espagnol serait de facto, mais il y a beaucoup de langues indigènes qui ont le statut de langue nationale. La capitale est Mexico, c'est la plus grande ville. Le pays a une superficie totale d'1,9 million de km², classée 14e dans le monde. Elle est indépendante de l'Espagne, déclarée en 1813, accomplie en 1821, reconnue en 1836. Il y a quand même un long cheminement vers l'indépendance. La démographie, c'est très simple, ce sont des Mexicains, ils sont 124 millions, c'est le 11e pays le plus peuplé du monde, 63 habitants au km², ils ont un IDH assez élevé de 0,7 et la monnaie est le peso mexicain. Donc, le problème avec le Mexique, c'est que c'est le pays de l'entre-deux. Il est entre l'Amérique du Nord et entre l'Amérique centrale. C'est problématique. Il y a une continuation des montagnes des États-Unis, hein, parce que les montagnes qu'on trouve aux États-Unis sont encore présentes au Mexique. C'est un pays pauvre pour l'Amérique Nord par rapport aux États-Unis, mais par rapport à d'autres pays d'Amérique centrale, c'est un pays riche. Bon, ils ont du pétrole, ils ont une économie diversifiée, un potentiel touristique et balnéaire. Hein, on a Cancun quand même. Il y a une organisation spatiale avec une grosse capitale, Mexico, une des plus grandes villes au monde, une frontière avec les États-Unis. Bon, il y a quand même des problèmes. Il y a un déséquilibre géographique, comme en Argentine, une dépendance, 90% du commerce se fait avec les États-Unis, des problèmes de violence et de drogue. Alors il y a une frontière de 3000 km avec les États-Unis. Il y a la montagne du Sierra Madre occidentale qui prend sa fin vers Las Vegas et méridionale qui prend sa fin vers le Texas. Le nord du Mexique est sec, le sud est plus humide et plus tropical. Alors, c'est très simple, c'est le deuxième pays d'Amérique latine au niveau de la population.
Pour le PIB, c'est le deuxième pays d'Amérique latine aussi. C'est le 73e pour le PIB au monde, hein, par habitant. Alors, il y a un nouveau président qui a été élu au mois de décembre 2018. Alors, il est plus à gauche, il va devoir régler la question migratoire, les problèmes de corruption et les problèmes de violence, hein. Le Mexique est structuré comme les États-Unis avec 31 États, un district fédéral, hein. Alors, la population des villes, c'est très important parce que si tu prends Mexico, c'est la ville la plus peuplée. Si tu prends la deuxième, c'est Ecatepec, dans la banlieue de Mexico. Mais si tu prends l'aire métropolitaine, ben, la deuxième, c'est Guadalajara, hein. Il y a une différence. Mexico, l'aire urbaine de Mexico, c'est 20 millions. Et la deuxième ville, c'est 4 millions. Petite différence de 16 millions, c'est assez sympathique. Mais Mexico ne progresse plus, hein, en tant que tel, hein. C'est les villes autour, hein, avec l'étalement urbain, hein. Alors, Mexico est une ville très spéciale parce que c'est l'ancienne capitale aztèque qui s'appelait Tenochtitlan. Chitlan. Ouais. Bon, Tenochtitlan. Je vous donne les lettres comme ça parce que waouh! Alors, ça a été fondé sur une île, hein, qui se trouve sur le lac Texcoco, hein. Alors, il y avait véritablement une maîtrise des eaux. Les Espagnols, quand ils sont arrivés, ils ont fait « Oh, c'est sympa comme coin ». Bon, ils ont supprimé la pyramide où on faisait les sacrifices humains et on a construit Mexico par-dessus. On a rajouté, hein, des éléments architecturaux. Par exemple, la cathédrale et la place centrale se trouvent là où il y avait le temple, hein. Il y a une place des trois cultures avec des vestiges aztèques, l'Espagne et l'époque moderne. C'est une très grande fierté pour le Mexique qui valorise cela. La place centrale s'appelle El Zócalo avec un urbanisme hispanique et typique. Alors, le Mexique moderne a des CBD à l'américaine, hein, avec des sièges sociaux comme la Pemex, hein. Dans les années 30, c'était le deuxième producteur de pétrole au monde. Mais le Mexique a pris une décision. On va nationaliser les compagnies de pétrole. Là, les États-Unis ont fait « Oh bah non, c'est pas du jeu ». Ils ont boycotté le pétrole mexicain. Mais en 1973, ils se sont réveillés avec un choc pétrolier dans les dents. Ils ont fait « Oh, les Mexicains, on vous aime trop ». Et puis voilà, bah, ils ont racheté du pétrole aux Mexicains. Alors, un des problèmes de cette ville, c'est qu'elle est en hauteur, ce qui pose des problèmes. Quand ils ont accueilli les JO, il y a certaines personnes qui faisaient du marathon qui ont un peu souffert. Il y a des problèmes de pollution. En effet, c'est une cuvette, l'endroit. Littéralement une cuvette, donc il y a beaucoup de pollution. De plus, tu ajoutes à ça que les moteurs doivent forcer quand même pour arriver à bien fonctionner. Il faut que les moteurs forcent. C'est des vieilles bagnoles souvent. Il y a une pollution qui n'est pas possible. La météo n'arrange rien parce qu'elle fait stagner la pollution. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la frontière. Alors, il y a véritablement la Mex America, hein, avec des villes frontalières, le début d'une culture transfrontalière, littéralement, avec de la cuisine, avec de la musique. Enfin voilà, il y a un mélange culturel, hein, c'est vraiment emblématique, hein. Cette frontière fait au total 3225 km et elle a été construite par une guerre entre les États-Unis et le Mexique en 1848, qui a permis aux États-Unis de récupérer l'Arizona, la Californie, le Nevada. Après, comme ils avaient un peu faim, ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le magasin et puis ils ont racheté un peu des terres. Voilà, aux Mexicains en 1853. Alors, et toute cette région est en proie à de l'immigration clandestine et du crime organisé. Alors, à l'est, il y a des fleuves, à l'ouest, un désert et des montagnes. Il y a souvent des endroits où il y a des frontières ouvertes, mais elles sont faiblement peuplées. On a construit des maquiladoras, hein. Ce qui est très bien, c'est qu'on a profité parce que l'ALENA permet, si tu construis au Mexique, de vendre aux États-Unis. Donc tout le monde est gagnant. Le Mexique, ça permet d'avoir une frontière, d'exploiter le territoire, hein, de mettre en valeur ce territoire. On produit pas trop cher. Après, on a commencé à mettre des gars des États-Unis qui sont venus, qui ont injecté de l'argent, puis après des Chinois, des Japonais, des Coréens. Et maintenant, on se retrouve avec des maquiladoras, mais plus aux frontières, dans tout le pays, hein. Donc, c'est véritablement un espace de transformation. Petite information, il y a une dynamique de fermeture et d'ouverture, avec des questions pour ou contre. Mais il est très étonnant de voir que certaines personnes ont un peu d'émotion par rapport au mur de Donald Trump. Je tiens à vous rappeler que le premier à avoir fortifié la frontière, c'était l'administration de Bill Clinton en 1994. Comme quoi, certains la ramènent, ils ont peut-être voté pour fortifier la frontière.
Mais il n'y a pas que la frontière au Mexique, il y a aussi le tourisme. Acapulco était la première génération de stations balnéaires. Puis après, dans les années 70, quand le Mexique a retrouvé l'argent du pétrole, ils se sont fait, tiens, on va pas faire que des maquiladoras, on va aussi refaire une deuxième génération de stations balnéaires. Alors, on a dans le Yucatan, on a fait des endroits comme ça, une deuxième phase. Hein. On a créé de rien, hein. On a créé des aéroports, créé des infrastructures pour faire venir du tourisme. Dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de deux pays qui ont expliqué assez clairement aux États-Unis que leur impérialisme, ils pouvaient s'asseoir dessus. Donc, je vais vous parler de Cuba, qui est une république, un État communiste à parti unique, qui parle espagnol, la capitale est La Havane, superficie totale 110 000 km², indépendante de l'Espagne, déclarée en 1868, reconnue en 1898. Ce sont des Cubains avec quasiment 11 millions d'habitants, c'est le 80e pays le plus peuplé au monde, et une densité de 101 habitants au kilomètre carré. Donc c'est la plus grande île des Antilles. Hein. Faut pas oublier que quand Christophe Colomb redécouvre l'Amérique, il a touché Cuba avant d'explorer Haïti. Dans son deuxième voyage, il a un peu plus exploré le sud de Cuba et il a fini au Venezuela pour son troisième voyage. Donc, le Venezuela est le premier pays à s'être levé contre l'Espagne en 1811. Il a été même intégré à la Grande Colombie en 1821. Mais Cuba n'est pas concerné par ce grand mouvement indépendantiste. En effet, les Espagnols aimeraient bien garder cette île, hein, parce que c'est une île riche avec des plantations de sucre et de tabac. Mais en 1888, il va y arriver un incident avec les États-Unis. Il y a un bateau américain qui va être coulé à La Havane. Ça va un petit peu vénère les États-Unis. Il va y avoir une guerre entre l'Espagne et les Amériques, les États-Unis, la guerre hispano-américaine, qui va se conclure par une victoire des États-Unis et le traité de Paris de 1898. En gros, les États-Unis gagnent Cuba, les Philippines, Porto Rico et Guam. Ça va être le début de l'impérialisme américain. Vous voulez savoir quand les États-Unis ont commencé à être impérialistes? Vous avez la date 1898. Assez rapidement, ils vont récupérer aussi Guantanamo, qui va devenir une base militaire, et progressivement, Cuba va devenir un État fantoche. Les gouvernements vont être pro-américains, mais cela va changer. En effet, en 1959, Fidel Castro a fait un coup d'État. Il a mis dehors Batista, et de fil en aiguille, le débarquement de la baie des Cochons, amène Castro à se rapprocher de l'URSS. Le summum, la crise des missiles, vous vous rendez compte, deux superpuissances qui se battent pour un si petit pays. Depuis, l'URSS a fait survivre Cuba, parce que plus de marché américain, plus le marché des États-Unis, tu as un peu de mal à vivre. On a beaucoup critiqué le régime castriste, mais il a deux succès en politique. On a le plus haut taux d'encadrement de médecins pour la population, et ils ont eu beaucoup de sportifs de haut niveau. Même si, je vous avoue, le deuxième point est un peu tendax. Faut pas oublier un truc important, c'est que pas mal d'athlètes des pays communistes étaient chargés comme des mules. Mais vous inquiétez pas, les États-Unis, c'est pas mieux. Vous taperez Ben Johnson sur Google, vous comprendrez assez rapidement de quoi je fais référence. Mais il y a une ouverture. En janvier 1998, par exemple, le pape Jean-Paul II a visité le pays. En mars 2016, il y a eu la visite de Barack Obama et une petite ouverture avec les États-Unis. Même si aujourd'hui, sous l'administration Trump, ça ralentit un petit peu. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en profondeur de la République bolivarienne du Venezuela. Alors, c'est une république fédérale présidentielle. C'est un État fédéral comme beaucoup d'États en Amérique latine. On y parle espagnol, la capitale est Caracas, elle a une superficie de 916 km², elle est indépendante de l'Espagne depuis 1811, comme je vous ai dit, c'est une des premières à s'être levée. Les habitants s'appellent des Vénézuéliens, 31 millions d'habitants, un IDH de 0,7 et la monnaie c'est le bolivar vénézuélien. Alors, elle a une géographie assez intéressante parce que toutes les villes sont au nord, au sud on a le massif de la Guyane. Il y a la plus haute chute d'eau au monde, 1100 mètres. On a aussi le deuxième fleuve du continent, l'Orénoque,
beaucoup de pétrole. Beaucoup de minerais. Faut pas oublier qu'il y a 3 gisements de pétrole au Venezuela, une entreprise nationale qui a vendu des concessions à des entreprises étrangères. Il y a quand même, à un moment, ça a tourné l'industrie pétrolière, une industrie mondialisée. Le problème, c'est qu'elle a tout, mais elle est extrêmement pauvre. Elle se retrouve dans l'état de pas mal de pays du tiers-monde qui ont des ressources, mais malheureusement n'ont pas la richesse pour le peuple. En effet, il faut chercher des explications dans la politique actuelle de Maduro, mais aussi dans la politique d'Hugo Chavez, qui a nationalisé et fait une politique contre les États-Unis. Bon, jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est qu'il a été contre les États-Unis. Déjà qu'il a pris une pente un petit peu dangereuse, alors là, si tu rajoutes les États-Unis par-dessus ça, ils ont dû bien lui savonner la planche. Il y a une grave crise qui s'est déclarée parce que le pétrole s'est cassé la figure. Ce qui rapportait la majorité de l'argent au Venezuela, rapporte plus rien. La monnaie s'est cassée la tronche avec l'inflation. Il y a un déficit des produits de base de 87%. Et en plus, Maduro a eu une mauvaise idée quand le peuple a un peu grogné, lui a tiré dessus. Le problème, c'est que l'État est en déliquescence, les fonctionnaires sont plus payés, par exemple les policiers ne font plus leur travail, et ça devient malheureusement une plateforme gigantesque pour la drogue. J'aurais bien aimé finir ma vidéo sur une note positive, mais bon, ça permet aussi de montrer que dans la vie, tout n'est pas rose. Mais j'espère quand même que ce petit voyage à travers quelques pays d'Amérique latine vous a plu. Je vais pas parler de tous les pays, je dois avouer que je suis assez soumis par rapport aux cours que l'on me donne à l'université, parce que j'essaye quand même d'avoir une base scientifique la plus juste possible, j'ai pas envie de dire de bêtises. Encore, on aurait parlé de l'Afrique, j'aurais pu vous en faire 35 vidéos, mais bon. J'ai jamais été en Amérique latine, donc je me fie aux connaissances de mon professeur, qui est un très bon professeur entre parenthèses, et qui a énormément voyagé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, partager, de faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Ciao!